Chapitre 7. Matt. Quand Matt arriva au secrétariat le mardi matin, après le 3e cours, Ben Mears l'y attendait déjà. « Salut, fit Matt. Vous êtes en avance ?» Ben se leva et lui serra la main. « C'est un travers de famille, paraît-il. Dites-moi, vos gosses ne vont pas me manger, j'espère. »« Aucun danger, » répondit Matt. « Allons-y. » Il était un peu surpris. Ben avait enfilé une veste élégante et un pantalon anthracite. Il avait de bonnes chaussures qui paraissaient presque neuves. Matt avait déjà invité des écrivains dans sa classe, et d'ordinaire, il s'habillait de façon décontractée ou carrément excentrique. 1 an plus tôt, il avait demandé à une poétesse assez connue, qui donnait des cours à l'université de Portland, si elle voulait bien venir parler de son travail à ses élèves. Elle avait débarqué en Bermuda avec des talons aiguilles. Une façon subliminale de dire « Regardez-moi, je prends le système à son propre jeu. C'est bien la preuve que je suis libre comme l'air. » L'admiration que Matt éprouvait pour Ben en fut encore accrue. Après plus de 30 ans d'enseignement, Matt considérait qu'on ne battait jamais le système, et qu'il n'y avait que les imbéciles pour croire que c'était eux qui tenaient les rênes. « Le bâtiment est agréable », remarqua Ben en regardant autour de lui tandis qu'il traversait le hall. « Quelle différence avec le lycée de ma jeunesse! Les fenêtres ressemblaient à des meurtrières à cette époque-là. » Erreur! Il ne faut pas parler de bâtiment, mais d'unité pédagogique. Les tableaux noirs sont des supports visuels, et les élèves, le corps des apprenants du lycée mixte de Jerusalem Slot. Ça change tout, dit Ben en souriant. N'est-ce pas? Vous êtes allé à l'université, Ben? J'ai essayé, en fac de lettres. Mais là-bas, tout le monde jouait à une sorte de guerre des tranchées version intellectuelle. Si tu veux être le héros du campus, trouve-toi une épée et va prendre le drapeau de l'ennemi. Et évidemment, je me suis fait rétamer. Quand La fille de Conway est parue, je chargeais des caisses de Coca-Cola dans des camions de livraison. Il faut raconter ça aux élèves, ça les intéressera. Vous aimez l'enseignement? Bien sûr, sinon à quoi ça rimerait de faire ce métier depuis 40 ans? La cloche sonna pour la dernière fois, et son écho se répercuta dans le couloir vide où seul un élève à la traîne se dirigeait sans se presser vers l'atelier de menuiserie. « Et la drogue ?» demanda Ben. « Il y a tout, comme dans tous les lycées d'Amérique. Chez nous, c'est surtout l'alcool. Pas la marijuana? L'herbe n'est pas un problème, à mon avis. Et c'est aussi l'avis de l'administration quand ces messieurs ont quelques verres de Jim Beam dans le nez et s'expriment franchement. » Je sais pertinemment que notre conseiller pédagogique, par exemple, un des meilleurs qui soit, n'a pas peur de fumer un joint avant d'aller au cinéma. Moi aussi j'ai essayé. Ça me fait un effet épatant, mais après j'ai des brûlures d'estomac. Vous avez essayé? Chut, dit Matt. Les murs ont des oreilles. D'ailleurs, on est arrivé. Aïe, aïe, aïe. Allons, pas de panique, le rassura Matt en le faisant entrer. Il y avait là une vingtaine d'élèves. Leurs regards convergèrent sur Ben. « Bonjour tout le monde, je vous présente Ben Mears. » 2. Tout d'abord, Ben crut qu'il s'était trompé de maison. Quand Matt Burke l'avait invité à dîner, il lui avait bien parlé d'une petite maison grise, juste après une maison en briques rouges, il en était sûr. Mais était-il possible qu'il s'en échappe ce flot tonitruant et ininterrompu de musique pop? La porte était munie d'un heurtoir en cuivre terni. Il frappa une première fois, puis, n'obtenant aucune réponse, frappa de nouveau. Cette fois-ci, on baissa la musique, et Matt lui cria « C'est ouvert, entrez !» Il obéit et regarda autour de lui avec curiosité. La porte d'entrée ouvrait directement sur un petit salon dont le mobilier rustique avait dû être réuni au hasard de course chez les brocanteurs. Un poste de télévision Motorola de la toute première époque trônait à la place d'honneur. La musique sortait d'une chaîne IFI KLH quadriphonique. Matt, arborant un tablier à carreaux rouges et blancs, sortit de la cuisine d'où s'échappaient des effluves de sauce à l'italienne. « Excusez-moi pour le bruit, » dit Matt. « Je suis un peu sourd, c'est pour ça que je la mettrai fort. C'est de la bonne musique. Je suis un fan de rock depuis Buddy Holly. Quelle musique merveilleuse! Vous avez faim? Bien sûr.
Merci encore de m'avoir invité. Je crois que j'ai pris plus de repas chez les uns et les autres depuis mon retour à Salem que pendant ces 5 dernières années. C'est une petite ville très accueillante. J'espère que ça ne vous fait rien de dîner dans la cuisine. Un marchand d'antiquités est passé il y a 2 semaines et m'a offert $200 pour ma table de salle à manger. Je ne suis pas encore arrivé à la remplacer. Ça m'est tout à fait égal. Je suis habitué à manger à la cuisine. Dans ma famille, on a toujours fait ça. La pièce était d'une netteté scrupuleuse. Sur la cuisinière à 4 brûleurs, la sauce tomate mijotait et une passoire pleine de spaghettis fumants était posée au-dessus d'une casserole. Le couvert était mis sur une petite table pliante. 2 assiettes dépareillées et 2 verres décorés de personnages de bande dessinée. Des pots de moutarde, se dit Ben amusé. Le léger sentiment de contrainte qu'il éprouvait encore à se trouver avec un étranger disparut complètement, et il commença à se sentir chez lui. « Il y a du bourbon, du whisky et de la vodka dans le placard au-dessus de l'évier, » l'informa Matt. « Et des cocktails tout prêts dans le frigo. Rien de sensationnel, malheureusement. Je vais prendre du bourbon avec de l'eau du robinet. Allez-y, je vais servir les pâtes, si on peut appeler pâtes cette espèce de bouillie. » Tout en se versant à boire, Ben dit « J'ai bien aimé vos gosses, ils ont posé de bonnes questions. Difficiles, mais bonnes. »« Comme où trouvez-vous vos idées ?» fit Matt, imitant le zézément sexy de la petite Routy Croquette. « C'est un beau petit brin de fille. »« Oui, c'est vrai. Tenez, il y a une bouteille de rosé dans le freezer derrière la salade d'ananas. Je l'ai achetée en votre honneur. Vous n'auriez pas dû. Allons, allons, Ben. Après tout, ce n'est pas tous les jours que nous voyons arriver des auteurs de best-sellers à Salem. Vous n'êtes pas raisonnable. » Ben finit son verre, prit l'assiette de pâtes que lui tendait Matt, versa la sauce tomate dessus et enroula une bonne quantité de spaghettis sur sa fourchette à l'aide de sa cuillère. « Fantastique! Mamma mia! Mais qu'est-ce que vous croyez ?» Ben regarda son assiette qu'il avait vidée avec une rapidité étonnante. Il s'essuya la bouche d'un air coupable. « Encore ? Oui, mais seulement la moitié d'une assiette, si vous permettez. C'est formidable, ces spaghettis. » Matt lui remplit son assiette. « Si nous ne les finissons pas, c'est le chat qui s'en chargera. Or, c'est un animal pitoyable. Il pèse 10 kilos et arrive tout juste à se traîner jusqu'à son écuelle. Mon Dieu, comment ai-je pu ne pas le remarquer ?» Matt sourit. « Il réussit quand même à draguer. Et dites-moi, votre nouveau livre, c'est un roman ?»« C'est une histoire romancée, » répondit Ben. « Pour être tout à fait franc, j'avoue que je l'écris avec l'idée de me faire de l'argent. L'art, c'est merveilleux, mais j'aimerais bien gagner le gros lot, ne serait-ce qu'une fois. »« Et quelles sont vos chances ?»« Incertaines. »« Allons au salon, » dit Matt. « Les fauteuils sont pleins de bosses, mais ils sont quand même plus confortables que ces horribles chaises de cuisine. Vous avez assez mangé ? Autant demander si le pape porte une mitre. » Ils allèrent au salon. Matt mit une pile de disques sur l'électrophone et entreprit de bourrer son énorme pipe. Une fois qu'elle fut bien allumée, Matt jeta un regard à Ben à travers un nuage de fumée. « Non, on ne peut pas la voir d'ici. » Ben tourna brusquement la tête. « Quoi ? Marston House. Je parie 5 cents que c'est elle que vous cherchiez. » Ben rit mal à l'aise. « Pas besoin de parier. »« Est-ce que l'intrigue de votre livre se situe à Salem ? » ?»« Oui, c'est Salem et ce sont les gens d'ici. » Ben hocha la tête. « Il y aura une série de crimes sanglants et sexuels. Je veux entrer d'emblée dans le vif du sujet en relatant au lecteur un de ces meurtres point par point, en détail, depuis le début jusqu'à la fin. Je veux que le lecteur prenne l'horreur en pleine face, lui mettre le nez dedans. J'étais en train de dresser le plan de cette partie quand Ralphie Glick a disparu, alors évidemment ça m'a fichu un sale coup. Vous vous êtes inspiré des disparitions survenues à Salem pendant les années 30 ? Ben le sonda du regard. Vous êtes au courant ? Oh que oui. Je ne suis pas le seul. Je n'étais pas encore ici à cette époque. Mais Mabel Wertz, Glynis Mayberry et Milt Crossan étaient là. Certains ont déjà fait le rapprochement. Quel rapprochement ? Allons, Ben. Ce rapprochement crève les yeux, vous ne trouvez pas ? Vous avez sans doute raison. La dernière fois que la maison a été occupée, 4 gosses ont disparu en 10 ans. Maintenant, après 36 ans, elle est de nouveau habitée et aussitôt, Ralphie Glick disparaît. Croyez-vous que ce soit une coïncidence ? Probablement, dit Ben prudent.
Les avertissements de Suzanne lui résonnaient encore aux oreilles. Mais c'est curieux. J'ai compulsé tous les numéros du Ledger de 1939 jusqu'en 1970 pour avoir des points de comparaison. 3 gosses ont disparu pendant cette période. Le premier s'était enfui de chez lui et on l'a retrouvé quelque temps après travaillant à Boston. Il avait alors 16 ans mais en paraissait 10 de plus. Le deuxième a été repêché dans l'Androscoggin 1 mois après sa disparition. Et le dernier a été retrouvé enterré au bord de la route 116, aux environs de Gates, probablement victime d'un chauffard qui aurait dissimulé le corps avant de prendre la fuite. Les 3 énigmes sont donc éclaircies. Peut-être en sera-t-il de même pour la disparition du petit Glick. Peut-être. Vous avez l'air d'en douter. Que savez-vous de ce Straker? Rien du tout, dit Ben. Je ne suis même pas sûr d'avoir envie de le rencontrer. Ce livre m'a l'air de bien démarrer, mais son aboutissement dépend d'une certaine conception de Marston House et de ses habitants. Si je découvre que Straker est un homme d'affaires comme les autres, ce qui est sans doute le cas, mon élan sera peut-être brisé. Je ne pense pas que vous couriez ce genre de risque. Vous savez qu'il a ouvert son magasin aujourd'hui. Suzy Norton et sa mère y ont fait un tour, juste pour voir. D'ailleurs, presque toutes les femmes de la ville en ont fait autant, à ce qu'on m'a dit. D'après Del Marquis, à qui je fais confiance, même Mabel Wertz s'est traînée jusque là-bas. On prétend qu'il est bel homme, un dandy, très élégant, complètement chauve, et charmant. Il paraît même qu'il a vendu quelques pièces. Ben sourit. Tout ça est parfait. Et est-ce que quelqu'un a vu l'autre moitié du tandem? Il est censé être parti en voyage d'affaires. Pourquoi censé? Matt haussa les épaules avec nervosité. Je ne sais pas, tout ça est probablement parfaitement normal, mais cette maison me met mal à l'aise. C'est presque comme s'il leur avait fallu cette maison-là et pas une autre. Comme vous l'avez très bien dit, elle est dressée là, sur la colline, comme une idole. Ben acquiesça de la tête. Et par-dessus le marché, nous avons une autre disparition d'enfant. Le frère de Ralphie, Danny, mort à 12 ans, d'une anémie pernicieuse. Qu'y a-t-il de suspect là-dedans? C'est très triste, bien sûr, mais... Mon médecin est un jeune type qui s'appelle Jimmy Cody. Je l'ai eu comme élève. C'était un sacré diable à l'époque, et maintenant c'est un bon médecin. Remarquez, j'extrapole peut-être à partir de ce qu'il m'a raconté. Allez-y, dites. Eh bien, j'étais allé le voir pour un check-up et je lui disais en passant que c'était terrible ce qui était arrivé au petit Glick, et tragique pour les parents, surtout après la disparition incompréhensible du petit frère. Alors, Jimmy m'a dit que George Gorby l'avait appelé en consultation à propos de ce cas. Le garçon était anémique, c'est sûr. Il m'a dit que le taux de globules rouges pour un garçon de l'âge de Danny devait être de l'ordre de 85 à 90%. Or, celui de Danny était descendu à 45. Nom d'un chien. Mais on lui faisait des piqûres de vitamine B12, on lui donnait du foie de veau et il allait beaucoup mieux. Il devait rentrer chez lui le lendemain. Et c'est à ce moment-là que, paf, il est tombé raide mort. Si Mabel Wertz vous entendait, elle verrait tout de suite des Indiens armés de flèches empoisonnées en embuscade dans le parc. Je n'en ai parlé et n'en parlerai à personne d'autre que vous. À ce propos, je crois que vous feriez bien de garder le sujet de votre livre pour vous. Si Loretta Starcher vous pose des questions, dites-lui que c'est un livre sur l'architecture. On m'a déjà chapitré là-dessus. Suzanne Norton, je suppose. Ben regarda sa montre et se leva. À propos de Suzanne, c'est l'heure pour le jeune coq d'aller faire sa parade nuptiale, n'est-ce pas? Ne soyez pas gênés, je dois partir également. Il faut que je retourne au lycée. Nous répétons le 3e acte de notre pièce de théâtre. Une comédie d'une grande portée sociale. Le problème de Charlie. Quel est son problème, à ce brave garçon? L'acné, répondit Matt en riant. Ils se dirigèrent vers la porte, et Matt s'arrêta un instant pour enfiler un blouson de couleur passée marqué des initiales du lycée. Ben se dit qu'abstraction faite de son visage, dont l'expression était vive et pénétrante, en même temps que rêveuse et presque naïve, Matt n'avait pas le physique d'un prof de littérature sédentaire, mais plutôt celui d'un vieux prof de gym. « Dites-moi, » dit Matt lorsqu'ils furent sur le perron, « est-ce que vous avez des projets pour vendredi soir ?»« Pas vraiment. Je me suis dit que nous irions peut-être au cinéma, Suzanne et moi. C'est ça ou rien par ici. » « J'ai pensé à autre chose.
Pourquoi ne pas fonder un comité d'accueil et aller tous les trois à Marston House afin de nous présenter aux nouveaux châtelains? De la part de nos concitoyens, évidemment. Évidemment, ce ne serait que faire montre de la plus élémentaire courtoisie. Une délégation d'autochtones pour leur souhaiter la bienvenue, renchérit Matt. J'en parlerai à Suzanne ce soir. Je pense qu'elle sera d'accord. Bien. Matt agita la main en signe d'adieu, tandis que la Citroën de Ben s'éloignait en ronronnant. Ben lui répondit en klaxonnant 2 fois, et ses feux arrière disparurent derrière la colline. Matt resta sur le perron un bon moment, les mains fourrées dans les poches de son blouson, à regarder la maison sur la colline. Il n'y avait pas de répétition théâtrale ce jeudi soir, et vers 9 heures, Matt se rendit chez Dell en voiture, histoire de boire 2 ou 3 bières. Puisque ce chameau de Jimmy Cody refusait de le soigner pour ses insomnies, il ferait son petit traitement lui-même. La clientèle était clairsemée les soirs où l'orchestre ne jouait pas. Matt ne vit que 3 personnes de sa connaissance. Weasel Craig, qui sirotait une bière dans un coin, Floyd Tibbets, le visage morose. Il avait parlé à Suzanne 3 fois cette semaine, 2 fois au téléphone et 1 fois en tête-à-tête dans le salon des Norton, et chaque fois la conversation avait mal tourné. Et enfin, Mike Ryerson, assis sur une des banquettes du fond contre le mur. Matt se dirigea vers le bar. Del Marquis essuyait les verres en regardant l'homme de fer sur un poste portatif. « Salut Matt, comment ça va ?»« Comme ça, la salle n'est pas très animée ce soir. » Del haussa les épaules. « On donne 2 films de motard au drive-in de Gates, je ne fais pas le poids. Un verre ou un pichet ?»« Allons-y pour le pichet. » Del le tira, coupa la mousse et ajouta 4 centimètres. Matt paya et, après un instant d'hésitation, se dirigea vers Mike. Comme la plupart des jeunes de Salem, Mike avait suivi ses cours et Matt avait de la sympathie pour lui. Son intelligence était moyenne, mais il avait obtenu de très bons résultats à force de travailler et de poser des questions autant de fois qu'il fallait pour comprendre. Doté d'un humour vif et original et d'un caractère indépendant bien trempé, Mike avait été l'un de ses élèves favoris. « Salut Mike, » dit Matt. « Ça ne t'ennuie pas que je vienne m'asseoir près de toi ?» Mike Ryerson leva la tête et Matt eut un coup au cœur. Il pensa immédiatement « La drogue, la vraie, celle qui ne pardonne pas. »« Pas du tout, monsieur Burke. Asseyez-vous. » Sa voix était atone, son teint d'un horrible blanc pâteux, sauf sous les yeux où il virait au noir. Son regard était comme agrandi par la fièvre. Dans la pénombre de la taverne, ses mains se déplaçaient lentement au-dessus de la table comme des fantômes. Il n'avait pas touché au verre de bière posé devant lui. « Qu'est-ce que tu deviens, Mike ?» Matt se versa un verre de bière en empêchant ses mains de trembler. Il avait toujours eu une vie tranquille. Les hauts et les bas, traduits par un graphique, n'auraient donné qu'une courbe au faible relief, et depuis la mort de sa mère, 13 ans auparavant, il n'y avait plus eu de creux vraiment sensibles. Il avait été cependant très atteint par le destin tragique de quelques-uns de ses élèves. Billy Royko, mort dans un accident d'hélicoptère au Vietnam 2 mois avant le cessez-le-feu. Sally Greer, une des élèves les plus brillantes et les plus vives qu'il ait jamais eues, tuée par son petit ami qui s'était saoulé à mort quand elle lui avait annoncé qu'elle voulait rompre. Gary Coleman, devenu aveugle à la suite d'une mystérieuse dégénérescence du nerf optique. Le frère de Buddy Mayberry, Doug, le seul gosse intéressant de toute cette tribu d'abrutis, mort noyé sur la plage d'Ololchard. Et la drogue, la petite mort. Tous ceux qui tâtaient des eaux du Lété n'y plongeaient pas forcément, mais il y en avait suffisamment de ces gosses qui ne carburaient qu'au paradis artificiel. « Comment je vais ?» dit Mike d'une voix lente. « Je ne sais pas, monsieur Burke, pas très bien. »« À quelle saloperie t'es-tu mis ?» demanda Matt avec douceur. Mike le regarda sans comprendre. « Quelle dope? Amphétamine, acide, cocaïne ou... Est-ce... Je ne me drogue pas, » dit Mike. « Je crois que je suis malade. »« C'est bien vrai? Je ne me suis jamais drogué de ma vie. » Matt remarqua qu'il ne parlait qu'au prix d'un énorme effort. « Rien que l'herbe, et encore, je n'y ai pas touché depuis 4 mois.
Je suis malade depuis lundi, je crois. Figurez-vous que je me suis endormi à Harmony Hill dimanche dernier, le soir, et que je ne me suis pas réveillé avant lundi matin. Il secoua lentement la tête. Et depuis, je suis mal foutu. Je dirais même que ça va de mal en pis. Il poussa un gros soupir et son corps en fut tout secoué. Matt se pencha vers lui, anxieux. C'est arrivé après l'enterrement de Danny Glick? Ouais. Mike le regarda de nouveau. Je suis revenu terminer le travail après le départ de tout le monde, mais cet enculé excusez-moi, M. Burke, ce Royal Snow de malheur ne s'est pas montré. Je l'ai attendu longtemps et c'est à ce moment-là que j'ai dû commencer à me sentir mal parce que, après ça, tout est... Ah, ça me fait mal à la tête. C'est dur de se rappeler. Tu te rappelles quoi, Mike? Je me rappelle quoi? Mike sonda les profondeurs dorées de son verre de bière et contempla longuement les bulles qui se détachaient des parois pour venir éclater à la surface. Je me souviens de chants, dit-il. Les chants les plus doux que j'ai jamais entendus, et de m'être senti comme si je me noyais. Seulement c'était agréable, sauf qu'il y avait les yeux. Les yeux. Il s'empoigna les coudes en frissonnant. Les yeux de qui? Demanda Matt en se penchant en avant. Ils étaient rouges. Oh, des yeux effrayants. Les yeux de qui? Je ne me souviens pas. Non, il n'y avait pas d'yeux. J'ai tout rêvé. Matt vit que Mike luttait de toutes ses forces pour chasser ce souvenir. Je ne me souviens de rien d'autre au sujet de dimanche soir. Je me suis réveillé lundi matin par terre et au début je pouvais même pas me lever tellement j'étais fatigué. Le soleil se levait et j'avais peur d'attraper une insolation. Alors je suis descendu par le bois jusqu'au ruisseau. Ça m'a épuisé. J'étais si fatigué que je me suis rendormi. J'ai dormi, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, peut-être plus. Il eut un petit rire de crécelle. J'étais tout couvert de feuilles en me réveillant, mais je me sentais mieux. Je me suis levé et je suis retourné jusqu'à ma camionnette. Il se passa lentement la main sur le visage. Pourtant, j'ai bien dû en finir avec l'histoire du petit Glick le dimanche soir, mais c'est drôle, je ne m'en souviens même pas. En finir? Eh bien oui, avec ou sans Royal, la fosse était toute remplie de terre, les mottes bien tassées. Du beau boulot. Je me souviens pas de l'avoir fait. Faut croire que j'étais vraiment pas bien. Où as-tu passé la nuit de lundi? Chez moi, où voulez-vous que je sois allé? Comment te sentais-tu mardi matin? Je me suis pas réveillé mardi matin, j'ai dormi toute la journée. Je me suis réveillé que mardi soir. Et alors? Comment est-ce que tu te sentais? Mal, les jambes en caoutchouc. J'ai voulu me chercher un verre d'eau et j'ai failli m'écrouler. J'ai dû m'appuyer sur les meubles pour arriver jusqu'à la cuisine. Faible comme un chaton qui vient de naître. Il fronça les sourcils. J'ai ouvert une boîte de ragoût pour mon dîner. Vous savez, ces trucs de Dean Timur. Mais j'ai même pas pu l'avaler. Il me semblait que j'allais dégobiller rien qu'à le regarder. Comme quand vous avez la gueule de bois et que quelqu'un vous montre de la nourriture. Tu n'as rien mangé? J'ai essayé, mais j'ai tout vomi. Après, je me suis senti un peu mieux. Je suis sorti et j'ai marché un peu, et puis je suis rentré me coucher. Il suivait du doigt les cernes laissées par les verres sur la table. J'ai eu peur en allant me coucher, comme un gosse qui a peur du croque-mitaine. J'ai fait le tour des fenêtres pour m'assurer qu'elles étaient verrouillées et je me suis endormi avec toutes les lumières allumées. Et hier matin? Non, je ne me suis levé qu'à 9 heures hier soir. Il eut à nouveau son petit rire de crécelle. Je me souviens d'avoir pensé, si ça continue, je vais dormir 24 heures sur 24. Et c'est ce qu'on fait quand on est mort. Matt le regardait avec inquiétude. Floyd Tibbits s'était levé pour mettre une pièce dans le jukebox et choisir ses chansons. C'est bizarre, dit Mike. La fenêtre de ma chambre était ouverte quand je me suis levé. C'est moi qui l'ai ouverte, probablement. J'ai fait un rêve. Quelqu'un était à la fenêtre et je me suis levé pour le faire entrer. Comme on se lèverait pour faire entrer un vieil ami qui aurait froid ou faim. Qui était-ce? Ce n'était qu'un rêve, Monsieur Burke. Mais qui était-ce dans ton rêve? Je ne sais pas. Quand je me suis levé, j'ai voulu essayer de manger. Mais rien que d'y penser, j'ai eu envie de dégueuler. Alors qu'est-ce que tu as fait?
J'ai regardé la télé jusqu'à la fin de l'émission de Johnny Carson. Je me sentais beaucoup mieux. Et puis, je suis allé me coucher. Est-ce que tu as verrouillé les fenêtres? Non. Et tu as dormi toute la journée. Je me suis réveillé vers le soir. Faible? Et comment? Il se passa la main sur le visage. Je me sens si mal, s'exclama-t-il d'une voix brisée. C'est seulement la grippe ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas, monsieur Burke? Je suis pas vraiment malade, dites. Je ne sais pas, dit Matt. J'ai pensé qu'une ou deux bières me remonteraient le moral, mais je ne peux pas boire. J'ai pris une gorgée, je me suis étranglé et j'ai cru que j'allais étouffer. Cette dernière semaine, j'ai l'impression que je fais un cauchemar. Et j'ai peur, j'ai terriblement peur. Il se cacha le visage dans ses mains maigres et Matt vit qu'il pleurait. Mike? Pas de réponse. Mike. Matt écarta doucement les mains de Mike. Viens chez moi ce soir. Tu passeras la nuit dans la chambre d'amis. Tu veux bien? Comme vous voulez, ça m'est égal. Mike s'essuya les yeux du revers de sa manche avec une lenteur léthargique. Et demain, je t'emmènerai voir le docteur Cody. D'accord. Allons-y, partons. Matt songea à appeler Ben Mears, mais ne le fit pas. 4. Matt frappa à la porte et Mike Ryerson lui dit d'entrer. Il lui apportait un pyjama. « Il sera un peu trop grand. Vous tracassez pas, monsieur Burke, je dors en caleçon. » Il était debout en slip, et Matt vit que son corps était d'une pâleur effroyable. Les côtes saillaient sous la peau. « Tourne la tête, Mike. Par ici. » Mike tourna docilement la tête. « Mike, d'où viennent ces marques ?» La main de Mike toucha sa gorge au-dessous de l'angle de la mâchoire. « Je ne sais pas. » Matt resta un moment sans bouger, les nerfs à vif, puis il alla jusqu'à la fenêtre. Le verrou était bien mis, mais il la secoua néanmoins d'une main fébrile. Les ténèbres du dehors pesaient lourdement sur la vitre. « N'hésite pas à m'appeler pendant la nuit s'il y a n'importe quoi qui ne va pas, n'importe quoi, même si tu fais un mauvais rêve. Promis, Mike? » « Oui. »« Tu entends, Mike? N'importe quoi. Ma chambre est au bout du couloir. »« D'accord. » Matt resta un instant sur le seuil, avec l'impression qu'il avait encore quelque chose à faire, et finit par sortir de la chambre. 5. Matt n'arriva pas à trouver le sommeil, et la seule chose qui l'empêcha d'appeler Ben Mears fut la certitude que tout le monde dormait chez Eva. La pension était pleine de vieux, et pour que le téléphone sonnât tard le soir, il fallait au moins que quelqu'un fût mort. Couché dans son lit, les nerfs tendus, il regardait les aiguilles lumineuses de son réveil aller de 11h30 à minuit. Le silence lui paraissait surnaturel, peut-être parce qu'il était à l'écoute du moindre bruit. La maison était vieille, solidement construite, et elle ne craquait plus guère, ayant pris depuis longtemps son assiette définitive. Il n'y avait que le bruit du réveil et celui à peine perceptible de la douce brise nocturne. En semaine, les voitures ne passaient jamais sur Taggart Stream Road si tard le soir. « Arrête, tu débloques, c'est de la folie !» Mais pas à pas, malgré lui, il était revenu à cette interprétation des faits. Évidemment, avec sa culture livresque, il avait tout de suite pensé à ça, dès que Jimmy Cody lui avait détaillé le cas de Danny Glick. Cody et lui, on avait bien ri d'ailleurs, mais maintenant, il n'en dormait plus. Peut-être était-ce justement sa punition pour avoir osé en rire. Des égratignures? Non, ce ne sont pas des égratignures, ce sont des perforations. On vous a bien dit que de telles choses ne peuvent pas exister, que des œuvres comme le Christabel de Coleridge ou les contes diaboliques de Bram Stoker doivent tout à l'imagination de leurs auteurs. Bien sûr que les monstres existent. Ce sont les hommes mêmes. Dans 6 pays, il y a des types qui attendent le doigt posé sur le bouton de la bombe atomique. Il y a les pirates de l'air, les tueurs en série, les tortionnaires d'enfants. Mais ça dépasse l'entendement. Le sceau du diable sur le sein d'une femme n'est qu'une verrue. L'homme qui revient de la mort et se présente à la porte de son épouse, enveloppé de son suaire, souffre simplement d'ataxie locomotrice. Le croque-mitaine, qui s'agite en grommelant dans le coin d'une chambre d'enfant, n'est qu'un tas de couvertures. Il se trouve même des ecclésiastiques pour déclarer que Dieu, ce vénérable sorcier de la magie blanche, est mort.
Il a été pratiquement saigné à blanc. Pas un bruit ne venait de l'autre côté du vestibule. Matt pensa, il dort comme une souche, lui. Et alors, pourquoi pas? Pourquoi l'avait-il invité chez lui, sinon pour qu'il dorme tout son soûl sans être troublé par... Par quoi? De mauvais rêves? Il sortit du lit, alluma la lampe et alla à la fenêtre. De là, on pouvait tout juste apercevoir les tuiles faîtières de Marston House, givrées par le clair de lune. J'ai peur. Mais c'était pire que ça. Il crevait littéralement de trouille. Il passa en revue l'arsenal des armes dont on se servait dans le temps pour lutter contre ce mal qu'il ne faut pas nommer. L'hostie, l'eau bénite, le crucifix, l'ail, la rose, l'eau vive. Pas trace chez lui des trois premières. Il appartenait au groupe méthodiste, mais il ne pratiquait pas et pensait, sans le dire, que John Groggins ne valait pas un clou. Le seul objet religieux qu'il eût chez lui était... Doucement, mais très distinctement dans la maison silencieuse, il entendit deux mots prononcés par Mike Ryerson d'une voix atone. « Oui, entre. » Matt eut le souffle coupé, poussa une sorte de hurlement intérieur et se sentit défaillir d'angoisse. Ses entrailles étaient de plomb, ses testicules s'étaient rétractés. Qui donc venait d'être invité à entrer dans sa maison? Il entendit, assourdi par la distance, le bruit d'un verrou qu'on tourne, puis le grincement d'une fenêtre qu'on ouvre. Il pouvait descendre au rez-de-chaussée, courir chercher la Bible dans le bahut de la salle à manger, remonter à toute vitesse, ouvrir brusquement la porte de la chambre d'amis et brandir la Bible. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous ordonne de partir !» Mais qui était dans la chambre? Appelle-moi s'il y a n'importe quoi qui ne va pas. Mais je ne peux pas, Mike, je suis vieux, j'ai peur. La nuit envahissait son cerveau et en faisait un théâtre où des scènes terrifiantes surgissaient de l'ombre. Des visages blafards comme ceux des clowns, des yeux brûlants, des dents pointues, des formes qui sortaient de l'obscurité avec de longues mains blanches, tendues vers... Il fut secoué par un frisson. Un gémissement lui échappa et il se cacha le visage dans les mains. « Je ne peux pas, j'ai peur !» Il aurait été incapable de se lever, même si la poignée de sa propre porte s'était mise à tourner. La peur le paralysait. Pourquoi avait-il mis les pieds chez Dell? « J'ai peur !» Et dans le terrible et lourd silence qui pesait sur la maison, tandis qu'il était là, assis dans son lit, sans pouvoir bouger, le visage enfoui dans ses mains, il entendit un rire d'enfant, un rire cristallin et diabolique, suivi par des bruits de succion. Deuxième partie. L'empereur des crèmes glacées. Convoque le costaud, rouleur de gros cigares. Prie-le de fouetter dans des coupes de cuisine de concupiscentes caillebottes. Les souillons, qu'elles flânent, vêtus de leur robe habituelle. Que les gamins apportent des fleurs emballées dans les journaux du mois dernier. Qu'être soit la fin de sembler. Il n'y a qu'un seul empereur, l'empereur des crèmes glacées. Prends dans la commode en bois blanc qui a perdu ses 3 poignées de verre, ce drap où, un jour, elle avait brodé des colombes pans. Déplie-le tout entier pour qu'il cache ses traits. Si ses pieds cornus saillent, c'est pour nous montrer combien la voici froide et gourde. Que la lampe appose ses raies. Il n'y a qu'un seul empereur, l'empereur des crèmes glacées. Wallace Stevens. Il y a dans cette colonne un trou. La voyez-vous, la reine des morts? George Seferis.